Les histoires du placard présentent le mauvais numéro. Chapitre 1. L'appel. Ce jour-là, Antoine rentre du collège, un sourire large comme une tranche de pastèque au milieu du visage. « C'était bien ta journée ?» lui demande sa mère, alors qu'il passe son trône devant la cuisine. « Oui, trop bien !» s'exclame Antoine, avant de s'emparer du téléphone sans fil du couloir, de se précipiter vers sa chambre et de claquer la porte. À l'abri des regards indiscrets, Antoine plonge sa main dans la poche qui contient ce qui le rend si joyeux. Il en sort le papier qu'il a gardé précieusement toute la journée, celui sur lequel est inscrit le premier numéro de téléphone qu'une fille lui ait jamais donné. Il regarde le petit carré blanc, tout en se repassant la scène dans sa tête. C'était pendant le cours d'histoire. Madame Calicot avait proposé de faire un exposé sur les mythes grecs et demandé à chaque élève de se choisir un ou une partenaire. Contre toute attente, Mathilde l'avait désigné, lui, Antoine. Il avait rougi comme un piment, provoquant l'hilarité de la classe. Ensuite, les binômes s'étaient retrouvés pour s'organiser et c'est là que Mathilde, le plus naturellement du monde, lui avait donné son numéro de téléphone fixe. Il espérait secrètement avoir un jour celui de son téléphone portable, quand lui-même en aurait un. Mais c'était un bon début. Antoine soupire. Enfin, il ouvre délicatement le papier, comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Misère, c'est la poche où il met ses chewing-gums déjà nachés, et qui peuvent encore servir, on ne sait jamais. Une boule gluante empêche de déplier complètement le papier. Il tire délicatement la matière collante. Ouf, ça y est, le numéro apparaît. Antoine le regarde un peu confus. Il a envie d'appeler Mathilde, mais s'il l'appelle dès cet après-midi, elle va penser qu'il s'intéresse à elle. Peut-être qu'il vaut mieux attendre demain, ou même après-demain. Ou même ne pas l'appeler du tout. Il tapote nerveusement sur les touches du téléphone et se rend compte qu'il vient de saisir les premiers numéros. Apparemment, ses doigts ont décidé pour lui. Alors, autant continuer. Sauf qu'arrivé au dernier numéro, c'est quoi ce chiffre tout baveux ? 7 ou peut-être 1 ? Bon sang, il aurait mieux fait de coller son vieux chewing-gum sous sa table, comme tout le monde. Quel est le bon numéro ? 7, lui murmure une petite voix dans sa tête. Il faut toujours faire confiance à son instinct, non ? Une sonnerie étouffée résonne à l'autre bout de la ligne. Et au bout de quelques secondes irrespirables, une grosse voix masculine très grave et menaçante jaillit du combiné. « Allô ?» dit Antoine un peu tremblant et plus tout à fait sûr d'avoir fait le bon numéro. « Je pourrais parler à Mathilde ?» C'est forcément son père, pense Antoine pour se rassurer. Qui d'autre, sinon ? « Comment, toi, avoir le numéro ?» dit alors la voix avec un fort accent étranger. Le cœur d'Antoine se met à palpiter jusque dans ses tempes. Un signal d'alarme se déclenche entre ses deux oreilles. Et sans réfléchir, son index se précipite sur la touche raccrochée. « Non mais c'était quoi ce maboule ?» s'écrie Antoine, avant de se rendre compte, tétanisé, qu'il n'a pas appuyé sur la bonne touche. « Toi, dire de suite à maboule, comment tu as ce numéro ?» gronde la voix au bout du fil. « C'est Mathilde qui me l'a donné », répond Antoine en tremblant. « Mathilde, votre fille ?» Silence. Tout s'arrête. Antoine ne respire plus, ne cligne plus des paupières. Plus rien ne bouge. Puis, au bout de quelques milliards d'années, les rouages du temps se remettent à tourner. « Oh, non, Mathilda !» dit la voix soudain plus détendue. « Bien sûr, moi être père, toi être petit ami, alors ?» « Petit ami ?» bafouille Antoine, qui sent que ses joues se pimentent à nouveau. « Non, pas vraiment. Enfin, pas encore. Je veux dire, ça dépend de... Et vous êtes sûr d'être père ? Enfin, je veux dire... » Da, le coupe la voix. « Je être sûr. Toi venir nous rendre visite. Mathilda, ravie. »« C'est que... » répond Antoine. Mais il n'a pas le temps de finir le début de sa phrase que la voix lui explique déjà comment se rendre à son rendez-vous. « Oh là là !» se dit Antoine après avoir raccroché pour de bon. « Dans quoi je me suis fourré ?» Il a les jambes qui flageolent et la tête qui tourne. « Faut que j'aille m'asseoir et que je réfléchisse à tout ça. » Et quoi de mieux pour réfléchir que la télé ?
surtout s'il y a un épisode des Simpsons qui passe. Chapitre 2. Voyage au bout de la ligne. Antoine a le corps à moitié englouti par le canapé et le cerveau à moitié englouti par l'écran. Il réfléchit à moitié. Et si c'était vraiment son père, je ferais peut-être bien d'y aller, non? Oui, mais il avait vraiment une voix de ma boule. C'est peut-être un cinglé qui veut m'attirer chez lui. Oh là là, qu'est-ce que ferait Bart à ma place? Il s'enfonce un peu plus dans le canapé, ferme les yeux, et contre toute attente, la voix de Bart Simpson résonne alors sous son crâne. « Ce gars-là est un psychopathe sur pattes, mon pote. Autant se jeter dans la gueule du fou. » On dit se jeter dans la gueule du loup, Bart, pas du fou. « Et pourquoi je parle à la télé, moi ?» dit Antoine en rouvrant les yeux. La publicité vient interrompre ce moment gênant. À l'écran, une annonce pour un jeu de hasard qui clame « Seuls les gagnants ont tenté leur chance ». Eh, mais c'est vrai, se dit Antoine. Si je ne tente pas ma chance, je ne gagnerai jamais le cœur de Mathilda. Antoine a pris sa décision. Il s'éjecte du canapé comme un bouchon de champagne et file en direction de l'entrée. « Tu vas où ?» lui demande sa mère depuis la cuisine. « J'ai rendez-vous avec Mathilde », dit Antoine en rosissant de timidité. « Oh, un rendez-vous galant, voyez-vous ça ?» Le rose de ses joues vire au rouge. « Non mais n'importe quoi, c'est juste pour préparer un exposé que tu sors sans ton sac à dos », l'interrompt sa mère. « Et vous comptez le préparer comment, votre exposé? En vous regardant dans le blanc des yeux ?» Maman n'a pas tort, pense Antoine en se calmant aussitôt. Et en plus, elle me tend la perche. « Bien vu, maman, j'ai failli l'oublier !» Il va pour saisir son sac qu'il a laissé traîner négligemment dans le couloir de l'entrée, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un sac identique, celui de sa sœur Lola, qui prenne lui aussi. « Combien de fois je lui ai dit de ranger son sac ?» bougonne Antoine. « Au moins autant de fois que je t'ai dit de ranger le tien », répond sa mère. « Si vous ne voulez pas les confondre, c'est chacun dans sa chambre. » Tant pis, pas le temps de les ouvrir pour savoir lequel est le bon. Antoine s'en remet à son infaillible instinct et saisit celui de gauche. Non, finalement, c'est celui de droite, le sien. « Et ne rentre pas trop !» commence à dire la maman d'Antoine, avant que la porte ne se referme sur la fin de sa phrase. Tard. Antoine descend les 2 étages de son immeuble à toute vitesse, avec son sac sur le dos, et se précipite dans la rue vers l'arrêt de bus. Pas question d'arriver en retard à son premier rendez-vous, même s'il ne se rappelle pas avoir parlé d'1 heure. Qu'est-ce que lui a dit le père de Mathilde déjà? Allez, jusqu'à terminus, et après la rue de gauche, et ces maisons avec porte rouge au numéro 6. Mais le terminus de quelle ligne? Il n'a pas vraiment compris si c'était la ligne M ou la ligne N. Pas le temps de se faire un replay de la conversation dans sa tête. Voilà le bus qui arrive. C'est celui de la ligne M. M comme Mathilde, soupire Antoine. Ce ne peut être que le M. Sa décision est prise. Les portes s'ouvrent et le chauffeur l'interpelle. « Alors, mon petit gars, tu vas où à cette heure avec ton cartable sur le dos? Tu fais des heures sup ?» « C'est pas un cartable, » marmonne Antoine en montant. « C'est un sac à dos. » « Mon temps, on appelait ça un cartable, et on n'en faisait pas toute une histoire. » Antoine s'assoit au fond du bus. « Jusque-là, je m'en sors pas si mal. » Il lève les yeux vers l'écran qui affiche le parcours. La destination est annoncée à seulement 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est long, surtout quand on a un rendez-vous. À mesure que le temps passe et que le bus se vide de ses passagers, la tête d'Antoine se remplit de questions, de lettres et de numéros. Tous se mettent à tourner devant ses yeux. Pourquoi Mathilde l'a-t-elle choisi? Est-ce qu'elle se doute de ses sentiments? Bon, c'est vrai qu'il a tendance à ressembler à un gyrophare chaque fois qu'il la regarde, et à se mélanger les syllabes chaque fois qu'il lui parlait. À part ça. Et puis c'était le 7 ou le 1, le M ou le N. Est-ce qu'il a vraiment bien compris? Est-ce qu'il a vraiment fait les bons choix? N'aurait-il pas dû ne pas choisir et rester bien tranquillement sur son canapé? La voix du chauffeur dans le micro vient interrompre cette sarabande infernale. « Terminus, tout le monde descend. Et n'oubliez pas vos cartables. » Antoine sort du bus en haussant les épaules. Sac à dos, c'est un sac à dos. Chapitre 3. Le banc des philosophes.
Antoine est seul sur le trottoir, dans un quartier qu'il ne connaît pas. Le soleil est haut dans le ciel, pas un nuage, seulement des allées de maisons qui filent dans toutes les directions vers l'horizon. Il essaye de se remémorer les instructions du père de Mathilde, qui ressemblaient plus à des ordres, maintenant qu'il y pense. « Une fois terminus, tu prendras la rue de gauche !» Oui, mais quelle gauche, se demande Antoine, car la ligne M se termine en étoile de mer. 5 rues comme autant de bras, qui partent dans toutes les directions, dont au moins 2 à peu près vers la gauche. Misère, encore des choix à faire, comme si cette journée n'en avait pas déjà assez compté. Au moins, sur son canapé, il n'avait pas à réfléchir. Il se retourne vers l'arrêt de bus, en espérant y trouver un indice. Une carte ou quelque chose à quoi se raccrocher. Non, il n'y a rien qu'un poteau et un banc. Faute de mieux, il s'assoit. « Eh bien, jeune homme, tu m'as l'air perdu, et pas seulement dans tes pensées. »« Hein, quoi, qui ?» Antoine tourne la tête vers la voix qui vient de l'interpeller. Un homme est assis au bout du banc, là où quelques secondes avant, il en était sûr, il n'y avait personne. Antoine le détaille bien malgré lui. Pas très grand, plus très jeune, les cheveux blancs comme la barbe, bien coupés. Il est habillé de manière très distinguée et ses 2 mains reposent sur une canne à pommeau. Sûrement un habitant d'une de ces jolies maisons qui bordent le carrefour, se dit Antoine. Que de perplexité dans ce regard, s'amuse l'apparition. Perplexité, bredouille Antoine, qui entend ce mot pour la première fois. Oui, perplexité, répond le vieil homme. Cela signifie que tu sembles indécis, que tu ne sais pas quoi faire ni penser, et que tu te demandes ce que tout cela signifie, comme lorsque tu entends le mot perplexité, par exemple. Étonnant, non ? Très étonnant, oui, répond Antoine, pas vraiment rassuré par cette étrange conversation. Ne t'en fais pas, enchaîne le vieil homme, qui semble avoir perçu son inquiétude. J'étais professeur de philosophie dans une autre vie, puis il ajoute pensif, mais je ne me rappelle plus dans laquelle. C'est pour cela que je ne peux m'empêcher de poser des questions à tout va. Enchanté, je m'appelle Monsieur Cyclopède. Alors, enchanté moi aussi, Monsieur Cyclopède, répond Antoine, qui sent qu'il n'a pas vraiment le choix. Moi, c'est Antoine, le garçon plein de perplexité. Qu'est-ce qui te rend si perplexe ? L'interroge le vieil homme. Mis à part ma présence, ajoute-t-il en riant. C'est que Antoine hésite. Oh, et puis il n'a rien à perdre, puisqu'il est déjà perdu. Il se lance. J'ai rendez-vous avec une amie, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de toujours faire les mauvais choix. Et sans reprendre sa respiration, il lui raconte toutes ses mésaventures. « Ouh !» dit le vieil homme après l'avoir écouté. « Je vois !» Il voit, pense Antoine, mais quoi ? Un petit nuage blanc passe là-haut dans le ciel. Antoine se demande quand le vieil homme va se décider à lui dire ce qu'il voit exactement. Un philosophe, ce n'est pas censé donner des conseils ? Un autre petit nuage glisse mollement dans l'azur. Antoine s'impatiente. Le banc lui semble de plus en plus inconfortable, à moins que ce soit cette situation. Et puis il ne va pas rester là toute la journée, à attendre que ce monsieur cyclopède se décide à philosopher. Il se met à respirer bruyamment, se racle la gorge, et essaye d'attirer l'attention du vieil homme, qui semble figé dans la contemplation du pommeau de sa canne. Au 3e petit nuage, qui file en direction des 2 autres, c'en est trop pour Antoine, qui se lève brusquement. « Eh bien voilà !» dit soudain monsieur Cyclopède. « Tu as compris. »« Hein ?» s'exclame Antoine. « Mais vous ne m'avez rien. Tu as choisi de te lever plutôt que d'attendre une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Voilà ce que j'appelle faire un bon choix. Choisir vaut toujours mieux que de ne pas choisir. »« Mais si je fais le mauvais choix ?» demande Antoine un peu désarçonné. « Il vaut mieux se tromper plutôt que d'avoir des regrets, » dit le vieil homme. « Ça me dit toujours pas quel chemin je dois prendre, marmonne Antoine. »« Suis le chemin de ton cœur. Tu arriveras toujours là où tu veux vraiment aller. » Antoine se tourne vers les 2 embranchements qui partent vers la gauche. La rue Espérance ou le chemin des soupirs. Espérance, c'est ça ? C'est celui-là que je dois prendre, monsieur Cyclopède ?
demande plein d'espoir Antoine en se retournant vers le banc. Mais le vieil homme a disparu. Chapitre 4. Arsenic et vieille dentelle. Antoine marche maintenant depuis plusieurs minutes. Les numéros décroissent à mesure qu'il remonte la rue. Le soleil décline lentement dans le ciel, drapant la végétation de printemps de couleur d'automne. Voyons voir, une maison avec une porte rouge, ça ne doit pas être difficile à trouver. Il fait quelques pas en direction d'une bâtisse de 2 étages. Bingo! La porte est là, au numéro 6. Pas vraiment rouge, plutôt orange. Mais à cette heure de la journée, il n'y a pas une grande différence. Et de toute façon, il ne voit pas d'autres candidates. Il s'approche. Dong ding! Bizarre, le son de la sonnette. On dirait qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Peut-être qu'il vaudrait mieux faire demi-tour de suite, non? Tant que rien de fatal ne lui est encore arrivé. Et puis, est-ce que c'est vraiment Mathilde qui l'attend derrière cette porte? Et si c'est vraiment elle, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il se sent idiot d'y avoir cru. D'avoir cru à quoi d'ailleurs? Et un peu perdu aussi, là, sur le trottoir. Il rentre la tête dans ses épaules, met les mains dans ses poches et s'éloigne de la porte comme si de rien n'était. Au bout de quelques mètres, il sent une masse gluante au bout de ses doigts. Mince, encore un vieux chewing-gum. Il sort la main de sa poche. Le papier que Mathilde lui a donné est collé à son index. Le papier avec son numéro, son premier rendez-vous, peut-être son dernier. Il soupire. Non, il ne peut pas reculer maintenant, si près du but. Enfin si, en fait, il recule et revient jusqu'au palier. Il entend un bruit de pas traînant derrière la porte et une voix de crécelle qui dit « Patience, j'arrive, ne partez pas, la vieille est là !» Antoine commence sérieusement à se poser des questions. Dans la famille de Mathilde, après le supposé père, est-ce qu'il y aurait maintenant la supposée grand-mère? Un bruit de loquet, la porte grince et s'ouvre enfin. Non, se ravise Antoine, ce serait plutôt une arrière-grand-mère, là. Oh, mais quel charmant spécimen! Lui dit une petite femme ridée comme un vieux pruneau. Qui que tu sois, entre donc, mon petit, entre donc. Je suis un ami de Mathilde, dit Antoine, pas très rassuré. Elle m'a donné rendez-vous, mais je peux l'attendre ici, si vous voulez. Mathilde, oui, bien sûr. Mais non, bien sûr que tu ne vas pas rester sur le palier. Suis-moi, rétorque la petite vieille avec autorité. Antoine pénètre dans le couloir de l'entrée. À peine a-t-il passé la porte que celle-ci se referme, comme par sorcellerie. N'importe quoi, pense Antoine. C'est juste une porte avec un ressort, comme au collège. Pas de quoi s'affoler. N'empêche que lorsqu'il arrive dans le salon au bout du couloir, son cœur manque de s'arrêter à la vision des décorations accrochées au mur. Dit Antoine en se raclant la gorge. C'est quoi ces machins? La petite vieille lève la tête à l'endroit que lui désigne Antoine. Ses yeux s'illuminent et elle répond d'une voix nostalgique. Tu admires les trophées de chasse, le mon défunt mari. Vous voulez dire qu'il a tué tous ces animaux? Déglutit Antoine. Tous, sauf un, hélas, soupire la petite vieille. C'est la dure loi de la nature, n'est-ce pas? Mais Antoine ne répond pas. Il est tétanisé sous le dernier trophée. C'est un crâne humain. La petite vieille le regarde, puis éclate de rire. Un crâne humain? Mais non! Quelle imagination, mon garçon! C'est un crâne de singe, voyons. Pourtant, il n'est pas très poilu pour un singe, remarque Antoine en faisant une grimace. C'est une espèce de singe très particulière. Et les faces de fesses. Ils n'ont pas de poils sur le visage, comme sur leur... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Face de fesses, répète Antoine. J'ai jamais entendu parler de... Mais la petite vieille ne l'écoute plus. Elle s'est déjà installée dans un canapé recouvert de dentelle. Assieds-toi, mon enfant. Mélinda ne va pas tarder à arriver. Mélinda? Non, c'est Mathilde. C'est Mathilde, votre petite... Mathilda, oui, bien sûr. Tu sais, je n'ai pris toute ma tête, moi non plus. Elle lui fit alors un clin d'œil en désignant les trophées. Mais je suis sûre que tu as soif. Buvant un verre en attendant Mathilda. Et elle verse dans 2 verres disposés sur une petite table basse un liquide jaunâtre qui sent une odeur bizarre. Du poison, pense immédiatement Antoine, ou un somnifère. Elle a sûrement versé du poison ou un somnifère.
Si je bois ce truc, je vais finir moi aussi empaillé sur ce mur. On se calme, lui dit alors une petite voix dans sa tête. Arrête de te faire des films. Bois, c'est juste un jus de citron. Que faire alors? Boire cet étrange liquide ou bien quoi? C'est alors qu'Antoine a une idée. Très joli ce petit napperon derrière vous. Je pourrais le voir de plus près. J'adore le crochet. Oh, dit la vieille femme en gloussant de plaisir. Un amateur de dentelles. Bien sûr, mon garçon. Et elle se tourne comme elle peut. Vite, pense Antoine, et il échange les verres dans un tour de passe-passe digne d'un prestidigitateur. C'est un point de croix inversé, avec un looping dans la boucle et une vrille en torsade dans le nœud, explique la petite vieille qui a repris sa position avec le napperon dans la main. Oh, dit Antoine en reprenant son souffle, je suis positivement impressionné. Il semblerait en effet, mon garçon. Bois donc pour te remettre de tes émotions. Antoine saisit le verre qui est devant lui. La vieille femme fait de même. Pendant un instant, il se défie du regard sans bouger. Puis soudain, « Tu sec !» dit la vieille, et elle avale d'un trait sa boisson. « Oui, tu sec !» répète Antoine en avalant prudemment à son tour. « Ah !» dit la petite vieille. « Délicieux, n'est-ce pas? Un petit goût de paradis, ou d'enfer, comme disait mon mari. » Et elle glisse comme une feuille morte sur le côté du canapé. Chapitre 5. La grande illusion. « Je le savais, dit Antoine à voix haute. « Ah ah, je l'ai bien eu !» Puis il se ravise. Mais si c'était du poison, alors je l'ai tué. » Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, un ronflement sonore s'élève du canapé. « Elle dort. Je l'ai pas tuée, elle est juste endormie. Maintenant, il faut que je parte de cette maison de cinglés, parce que les siphonnés, ça commence à bien faire pour aujourd'hui. » Il se lève, puis se rassoit aussi vite. La pièce se met à tourner autour de lui, et les objets se dédoublent. Nouvelle tentative. Maintenant, il titube vers l'entrée. Il tend la main vers la porte. Mais pourquoi il y a 2 poignées? Il saisit la première, mais elle disparaît dans sa main. Une poignée fantôme. Cette femme est vraiment une sorcière. Il saisit la deuxième. Ah ah, je te tiens, je vais pas te lâcher, à moins que tu te transformes en serpent. Mais tu ne vas pas te transformer en serpent, hein? Mais pourquoi est-ce que je parle à une poignée, moi? Au moment où il tord la queue du serpent, un bruit de sonnette résonne quelque part dans son cerveau embrumé. « Qu'est-ce qui sonne les cloches ?» demande Antoine. « C'est pas encore Pâques, à ce que je sache. » Il s'approche de l'œilleton de la porte qui n'arrête pas de changer de place et finit par plonger tête baissée juste au moment où son œil s'aligne avec le trou. Bong! Ah, même pas mal. Il cligne de la paupière pour ajuster sa vision. Et là, tout au fond du tunnel, à une distance qui lui paraît être à des kilomètres, il voit un homme gigantesque, pourvu d'une main gigantesque et de bras larges comme des cuisses. « Le Maboule! C'est le faux père de Mathilde, il m'a retrouvé !» La peur lui donne des ailes aux pieds. Il s'arrache de la porte, fait demi-tour, se précipite dans le couloir. Il entend un bruit de clé dans la serrure. Il contourne le canapé de dentelle. La petite vieille ronfle toujours. Il tourne la tête. Là-bas, dans le couloir, la porte s'ouvre. Il regarde affolé dans toutes les directions. Le crâne de singe sur le mur lui sourit de toutes ses dents. Là, au fond de la pièce, 2 couloirs. Un qui part à gauche, un qui part à droite. Vers le paradis ou vers l'enfer, lui murmure la tête de singe. À gauche, à droite, à gauche. Quelle direction choisir? Le crâne sans poil susurre. À gauche. Antoine part à droite. Au fond du couloir, une nouvelle porte. La porte de la liberté? Antoine tourne la poignée et pousse de toutes ses forces. Il se précipite à l'intérieur sans regarder et referme derrière lui. Il y a un loquet, parfait. Son poursuivant ne pourra pas ouvrir. Plus qu'à trouver la sortie. Il y a toujours une issue de secours, non? Il se retourne et il découvre qu'il a atterri dans les toilettes. Sa mâchoire se décroche et sa bouche s'agrandit jusqu'à ses genoux. Devant lui, une jolie cuvette en émail rose avec, délicatement posé sur le rabat de la lunette, un napperon de la même couleur. Et juste au-dessus, une fenêtre tellement étroite que même un singe face de fesse ne pourrait s'y faufiler. « Qu'est-ce qui m'a pris de tourner de ce côté ?» dit Antoine. « Ça peut pas être pire, là. » Si, justement, ça peut. Quelqu'un se met à tambouriner à la porte. Chapitre 6. Appelle-moi papa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai faire? Pense Antoine, qui sent qu'il est en train de perdre la boule. Alors, faute de mieux, il crie « C'est occupé !» et recule vers la cuvette. Ses jambes sont toutes molles. Il s'assoit sur les lunettes.
Pas vraiment ce à quoi je m'attendais, pense Antoine, avant de sombrer dans l'inconscience. Des bruits sourds, des lumières diffuses. Antoine? Antoine? Réveille-toi! Hein, quoi? Qui? Antoine ouvre un œil, une moitié de Mathilde s'affiche sur sa rétine. Il ouvre l'autre, une deuxième moitié apparaît. Mathilde, c'est toi? Je suis mort et je suis au paradis, c'est ça? Non, tu es bien vivant, et pas au paradis, mais sur les toilettes. Mais alors, tout ça n'était qu'un rêve, murmure Antoine, avant d'apercevoir un homme immense derrière Mathilde et de se mettre à crier. Non, je me suis réveillé en plein cauchemar. Mathilde est derrière toi. C'est le maboule du téléphone, celui qui se fait passer pour ton père. Me demande pas comment je le sais, mais je le sais. Calme-toi, dit Mathilde avec douceur. Le maboule, c'est mon père. Da, dit le maboule. Tu pourras appeler moi papa. Après ça, tout le monde se retrouve sur le canapé, à côté de la petite vieille qui ronfle toujours. « J'y comprends rien, dit Antoine. Si ce mabou, ton père, pourquoi est-ce qu'il m'a dit de venir ici, chez cette vieille folle empoisonneuse? C'est que cette vieille folle, dit Mathilde, c'est ma grand-mère. Et puis elle est pas si folle que ça. Bon, des fois, elle perd un peu la boule. Da, acquiesce le père de Mathilde. Et ça, pas poison, ajoute-t-il en reniflant le verre. Ça, vodka citron. Ma grand-mère confond souvent les bouteilles. Tu vois, elle ne t'a pas empoisonné, elle t'a juste un peu enivré. Rien de grave en somme. Et je crois que j'ai aussi l'explication pour l'adresse. J'habite au 10, un peu plus loin, pas au 6. Tu as du mal comprendre, ou mon père a du mal prononcer, ça lui arrive aussi. J'ai bu de l'alcool, se lamente Antoine. Ma mère va me tuer et mon père va me retuer juste après. Je t'assure que ça irait mieux d'ici 1 heure. En attendant, on va chez moi. On a un exposé à faire, non? Me répond Mathilde en lui faisant un clin d'œil. C'est que, dit Antoine, tout ça m'a un peu fatigué. Je crois qu'il vaudrait mieux que je rentre maintenant. Le père de Mathilde se lève alors et le regarde en grimaçant. Roll-call fait prendre mauvaise décision. Ça être mauvaise décision, Antoine. Toi, viens chez nous. Après, je l'accompagne, toi. C'est moi ou j'ai pas entendu le point d'interrogation, demande Antoine en se retournant vers Mathilde. Je crois que mon père a raison, lui souffle Mathilde dans un sourire. On ne peut pas dire non à un si beau sourire, surtout si on en voit 2. Da, on va faire comme vous dites, répond Antoine en levant la tête vers l'immense silhouette qui le contemple. Chapitre 7. Licorne forever. Tu peux entrer, dit Mathilde, alors qu'Antoine se tient sans trop savoir quoi faire devant sa chambre. C'est que je ne suis jamais entrée dans la chambre d'une fille. Enfin si, dans celle de ma sœur. Mais juste après, je me reçois un coussin dans la tête en général. T'inquiète, je ne vais pas te bombarder avec mon oreiller. Sauf si tu préfères, dit Mathilde en faisant mime de tendre la main vers son lit. Non, s'empresse de répondre Antoine, et il passe le pas de la porte. Mathilde s'assoit à son bureau et tire un tabouret. Viens t'asseoir, puisque tu es venue, autant en profiter pour faire notre exposé sur l'Odyssée d'Ulysse. Elle s'arrête, semble réfléchir et se met à sourire. Hé, toi aussi finalement, tu as fait une odyssée pour venir jusqu'ici. Tu as affronté 1000 dangers, qu'elle se met à énumérer en souriant de plus en plus. Les sarcasmes du chauffeur de bus, les divagations de Monsieur Cyclopède, la terrifiante ménée poison, le singeresse de fesses, les dentelles de la mort, les toilettes de l'enfer. Ok, n'en rajoute plus, interrompt Antoine. Je suis pas sûre que mon épopée mérite d'être racontée. N'empêche, poursuit Mathilde avec sérieux, que tout comme Ulysse, tu as fait preuve de courage et d'obstination pour rejoindre ma bien-aimée, murmure Antoine. Hein? Non, rien, je disais Pénélope. Eh bien, je ne suis pas Pénélope, mais tu peux quand même me rejoindre, dit Mathilde en papillonnant des paupières. Antoine hésite, puis finit par se rapprocher et poser délicatement une fesse sur le tabouret. T'es pas obligé de garder ton sac sur le dos, dit Mathilde, sauf si tu comptes repartir de suite. Non, enfin si, t'as raison, dit Antoine en retirant le sac de ses épaules. Mathilde prend un cahier et sort un stylo de sa trousse. Bon, moi, je suis prête. Oui, dit Antoine. Attends. Et il plonge sa main dans son sac pour en sortir. Oh,
quelle charmante trousse licorne, dit Mathilde. Alors comme ça, tu aimes les licornes? Mais non, rougit Antoine. Je me suis trompée de sac, c'est celui de ma sœur. Je lui dis tout le temps qu'il faut qu'elle le range. Enfin, tu vois, c'est à... Il n'y a aucune honte à aimer les licornes, le coupe Mathilde en riant. Non, mais je t'assure que ce n'est pas ma... Je sais, dit Mathilde dans un dernier hoquet de rire. Le nom de ta sœur est écrit dessus. Antoine baisse les yeux sur la trousse et pousse un soupir de soulagement. Lola, oui, c'est la trousse de Lola. C'est sa trousse, tu vois, c'est écrit là, Lola. Je vois, dit Mathilde avec douceur. Et elle pose délicatement sa main sur celle d'Antoine. Ne t'inquiète pas, je vois. Et alors, une douce chaleur s'insinue entre ses doigts, remonte le long de son poignet, inonde son bras, traverse sa poitrine qui se gonfle à son passage et vient se déverser dans l'âtre qui est devenu son cœur. Finalement, il n'avait pas choisi le mauvais numéro.